Bienvenue dans TRF Chronique, épisode 106. Aujourd'hui, on se penche sur une histoire de deuil, de patience et d'une quête, une quête acharnée pour la vérité. C'est l'histoire du procès du vol AH507. Après 12 années d'attente, oui 12 ans, une bataille judiciaire s'ouvre enfin pour tenter de répondre aux questions qui hantent des centaines de familles depuis cette nuit tragique de juillet 2014. 116, ce chiffre, il résonne froidement. Ce n'est pas juste un nombre, c'est le nombre de vies qui ont été fauchées cette nuit-là. 116 destins brisés. Derrière ce chiffre, il y a des visages, des familles dévastées, des histoires qui se sont arrêtées nettes. C'est le point de départ de tout, une perte humaine absolument immense et le début d'une attente qui va l'être tout autant. Et voici le deuxième chiffre, tout aussi marquant dans cette histoire, 12 ans. 12 longues années. C'est le temps qu'il a fallu aux familles pour que leur combat pour la justice arrive enfin dans une salle d'audience. Vous imaginez ? Une attente insoutenable, rythmée par les procédures, les expertises, les doutes, mais surtout par une détermination à toute épreuve. Parce que, au-delà des chiffres, ce qu'on a, c'est une histoire profondément humaine. Ce procès, il faut le dire, il n'existerait tout simplement pas sans la ténacité des familles des victimes. Face à la complexité des enquêtes internationales et aux lenteurs de la machine judiciaire, c'est leur combat, leur énergie qui, pendant 12 ans, a gardé ce dossier en vie pour l'amener enfin devant les juges. Ces mots, ce sont ceux de Sandrine Tricot. Elle a perdu son mari, Frédéric, dans le crash. Elle est devenue l'une des figures de ce combat, notamment via son engagement avec la FENVAC. Elle incarne à la fois la force et la vulnérabilité de cette lutte. Et cette phrase, prononcée juste avant le procès, elle dit toute la charge émotionnelle que représente cette épreuve, même après tant d'années passées à se battre. Bon, pour bien comprendre les enjeux de ce procès, il faut qu'on revienne à cette fameuse nuit d'orage au-dessus du Sahel. Il faut remonter le temps, 12 ans en arrière, et essayer de reconstituer la séquence des événements qui a mené à la catastrophe. Alors, que s'est-il réellement passé à bord de ce vol AH517 ? Reprenons les faits, simplement. On est le 24 juillet 2014. Le vol AH517, qui est commercialisé par Air Algérie, fait la liaison entre Ouagadougou, au Burkina Faso, et Alger. Point important, l'avion, un McDonnell Douglas MD-83, et son équipage appartiennent à une compagnie espagnole, Swiftair. Moins d'une heure après le décollage, le contact est perdu. L'avion ne finira jamais son voyage. Il s'écrase dans une zone désertique du nord du Mali. Et cette tragédie a eu un écho international. Parmi les 116 personnes à bord, on dénombrait une majorité de Français et de Burkinabés, mais aussi des Libanais, des Algériens, des Canadiens, et il y avait les 6 membres de l'équipage, qui étaient tous de nationalité espagnole. Une véritable mosaïque de nationalités, unies pour toujours dans ce drame. Mais alors que s'est-il passé d'un point de vue technique ? L'enquête du BA, le Bureau d'enquête et d'analyse, a reconstitué une chaîne d'événements absolument fatale. Tout commence quand l'avion pénètre dans une zone orageuse à haute altitude. Première étape, le système d'anti-givrage des moteurs n'est pas activé par les pilotes. Conséquence directe, des cristaux de glace se forment et viennent obstruer les capteurs de pression des moteurs. À partir de là, tout s'enchaîne. Trompé par de fausses informations, les moteurs ralentissent tout seuls, l'avion perd de la vitesse, beaucoup trop, c'est le début du décrochage, et le point crucial, c'est que l'équipage n'a pas eu la réaction appropriée pour reprendre le contrôle, ce qui a mené l'avion vers une chute irrécupérable. Sauf qu'une cause purement technique, ça ne suffit pas pour la justice. La justice, elle cherche des responsabilités humaines. Et c'est là que l'enquête judiciaire française va prendre une direction très claire. Elle va se concentrer non pas sur la machine ou une défaillance mécanique imprévisible, mais bien sur la préparation de ceux qui étaient aux commandes. Et la conclusion des juges d'instruction français, après des années d'enquête, elle est sans équivoque. Les mots sont pesés et ils visent directement la compagnie espagnole Swiftair. Ils parlent de divers manquements de la part de la compagnie. L'accusation ne se porte donc pas sur les pilotes eux-mêmes qui sont décédés, mais sur l'entreprise qui les employait et qui était en charge de leur formation. Les juges parlent de manquement et plus précisément d'une formation lacunaire. Mais ça veut dire quoi concrètement ? Eh bien, selon eux, cette formation insuffisante a directement empêché l'équipage de faire face à la situation. Il n'aurait pas été préparé à percevoir le danger météo, à comprendre pourquoi les moteurs se dégradaient, à utiliser correctement les systèmes de protection de l'avion et surtout à appliquer la bonne procédure d'urgence pour sortir du décrochage. C'est ça le véritable cœur de l'accusation. La conséquence de tout ça, c'est que la compagnie Swiftair se retrouve seule sur le banc des accusés, jugée devant le tribunal correctionnel de Paris. Et le chef d'accusation est lourd, homicide involontaire. Les termes exacts sont importants, par négligence et imprudence. La justice estime en fait que la compagnie, en ne formant pas assez bien son équipage, n'a pas pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité du vol. Et ça, c'est une faute qui aurait conduit à la mort de 116 personnes.
Bien sûr, face à une accusation aussi grave, la compagnie Swiftair ne reste pas silencieuse. Alors, que répond-elle? Comment est-ce qu'elle se défend? Sa stratégie est assez simple en fait. Elle consiste à déplacer la responsabilité. Pour ses avocats, la faute ne vient pas de la compagnie, mais d'ailleurs. On a donc deux visions qui s'affrontent totalement. D'un côté, l'accusation qui cible un point précis, la formation de l'équipage, une responsabilité qui pèse directement sur la compagnie. Et de l'autre, la défense, qui soutient que le drame vient d'une combinaison de facteurs externes, une sorte de défaillance globale du système qui était, selon elle, hors de son contrôle. Concrètement, la défense de Swiftair, elle pointe du doigt plusieurs autres acteurs. D'abord, le manuel de vol de l'avion, fourni par le constructeur. Il aurait été incomplet sur les risques du givrage à haute altitude. Ensuite, le constructeur lui-même, Boeing, qui n'aurait pas assez informé les compagnies sur les risques de décrochage soudain de cet appareil. Et enfin, l'Agence européenne de la sécurité aérienne, c'est-à-dire le régulateur, qui aurait dû imposer des normes plus strictes. En gros, pour Swiftair, c'est tout le système qui a failli, pas seulement leur entreprise. Dès l'ouverture du procès, le vice-président de Swiftair, Fernando Llorens, a donné le ton. Après avoir présenté ses condoléances aux familles, il a appelé le tribunal à écarter les spéculations et interprétations arbitraires. C'est une manière, à peine voilée, de dire que la thèse de l'accusation n'est qu'une théorie, et de demander au juge de s'en tenir, selon lui, aux seuls faits qui pointeraient vers une défaillance systémique. Et la défense a un autre atout dans sa manche. Pas un argument sur le fond du dossier, non, mais sur la forme. Un argument de procédure qui peut être très puissant. Les avocats de Swiftair invoquent un principe juridique fondamental, parce qu'une enquête a déjà eu lieu en Espagne, le pays de la compagnie, et elle s'était terminée par un non-lieu. Alors, non bis in idem, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est le principe selon lequel on ne peut pas être jugé deux fois pour les mêmes faits. C'est un argument qui aurait pu faire annuler tout le procès en France avant même qu'il ne commence. Mais le tribunal a pris une décision vraiment cruciale. Il a décidé de joindre cet argument au fond du dossier. En clair, il ne se prononcera sur cette question de procédure qu'à la toute fin, en même temps que sur la culpabilité. Pour les familles, c'est une source d'angoisse terrible. Devoir endurer des semaines d'audience sans savoir si tout pourrait être balayé au dernier moment. On est donc là au cœur de la question que ce procès de 4 semaines à Paris doit absolument trancher. Après 12 ans d'attente, d'enquête, d'expertise, la salle d'audience est devenue le théâtre où s'affrontent deux récits, deux explications totalement opposées, pour une seule et même tragédie. Le dilemme pour les juges est donc assez clair. D'un côté, on a la thèse de l'accusation, une responsabilité directe, ciblée, de la compagnie Swiftair pour ne pas avoir bien formé son équipage à une situation d'urgence pourtant connue. De l'autre, la thèse de la défense, une responsabilité diluée, une sorte de cascade de défaillances externes, le manuel, le constructeur, le régulateur, qui, selon eux, les exonérerait de toute faute directe. Tout l'enjeu, c'est donc de savoir où placer ce curseur de la responsabilité. Est-ce qu'une seule entreprise peut être tenue pour responsable d'une catastrophe aérienne aussi complexe, ou est-ce que ce drame révèle des failles bien plus profondes, bien plus systémiques, dans la sécurité aérienne mondiale, dont la compagnie ne serait finalement qu'un maillon? C'est ça, toute la question. Le verdict, attendu après ces 12 ans, apportera, on l'espère, une réponse aux familles des 116 victimes. Mais au-delà de ce cas précis, sa portée pourrait être bien plus large. Il pourrait devenir une jurisprudence sur la responsabilité des compagnies et sur les exigences de formation des pilotes. Il pose une question fondamentale pour toute l'industrie aéronautique. Est-on face à la négligence d'une seule compagnie ou bien à la défaillance de tout un système ?